c'est quand même assez rassurant de voir comme ça qu'il y a des grandes pépites, des grandes réussites sur ce territoire et que l'économie marche en quelque sorte. D'abord, le premier sujet, enfin moi je voudrais juste qu'on s'arrête deux secondes. On vient de voir de super belles entreprises, des pépites du territoire qui présentent l'avenir de notre territoire, qui présentent l'emploi, qui présentent ce qui va se passer dans le futur. Moi je voudrais juste, avec des chefs d'entreprise plein d'optimistes, moi je voudrais juste, avant de passer à la suite, qu'on les applaudisse carrément encore une fois, très fort. Alors on a vu effectivement plein de belles entreprises, des perspectives, des possibilités, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est que des exemples. On avait la possibilité d'en montrer beaucoup d'autres ce soir. Le potentiel de notre territoire, c'est un territoire multipotentiel en termes d'entreprise. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on est en avant et où on pourrait réussir, on pourrait à l'avenir créer ces éléments. Donc c'est qu'un exemple de ce qui peut se faire. Alors tout ce qu'on a entendu, est-ce que ça peut constituer ce que vous nous disiez tout à l'heure sur Marseille-Provence 2031, c'est-à-dire un début d'un scénario de développement économique de cette fameuse plateforme que vous avez appelée de vos voeux? Écoutez, puisque le sénateur maire Jean-Claude Gaudin nous a dit que mercredi, jeudi, vendredi, il allait défendre la métropole, on va avoir l'outil. Puisqu'on va avoir l'outil, maintenant il faut y mettre du projet. Il faut y mettre du projet. Et effectivement, si on veut y mettre du contenu, du projet, il faut commencer à créer une plateforme. Voilà, donc il faut créer une plateforme qui devrait pouvoir sortir à l'horizon début de l'automne, au mois de septembre, et on lance ce soir donc une vraie démarche collective pour créer cette plateforme d'avenir pour notre territoire à l'horizon 2031, peut-être 15 ans, 20 ans. Une plateforme sur laquelle tout le monde pourrait se mettre d'accord pour... On a beaucoup parlé de marketing territorial aussi. Le seul intérêt d'une plateforme de ce type-là, et on l'a rappelé tout au long de la soirée, c'est le jeu collectif. Donc la méthode, c'est laquelle? À partir de demain, on va commencer à échanger avec les différentes filières qui sont venues, les fédérations, les groupements professionnels, mais au-delà du monde économique, parce que si on veut réussir, il faut que cette plateforme, ça soit une plateforme citoyenne. Il faut qu'on puisse aller plus loin. Donc ça veut dire qu'on va aussi discuter avec les syndicats de salariés, avec les universitaires, avec les élus bien sûr, avec les étudiants, bref, avec la société civile. Il faut qu'on arrive à trouver une vision partagée de ce qu'on pourrait faire sur ce territoire à l'horizon 2031 pour créer de l'emploi et de la richesse. Alors vous dites il faudrait que ça sorte à l'automne, ça ressemble quand même bigrement à un programme municipal, votre affaire. On est à 10 mois d'un scrutin qui est quand même important. Vous nous préparez une liste de patrons, Jean-Luc, que vous vous présentez éventuellement? Thierry, on pose souvent la question. Oui. Donc non. La réponse est non. Il n'y aura pas de liste de patrons, je viens de vous dire que la méthode c'est un jeu collectif, c'est une méthode de société civile. Nous on a besoin que les décisions soient prises et comme l'ont rappelé d'autres avant moi, on fera notre job pour créer justement cette richesse. Notre job c'est de créer cette richesse, de développer nos entreprises, nos emplois. Pour ça on a besoin d'une vision stratégique, d'un outil, maintenant c'est la métropole, on va l'avoir, d'une vision stratégique, de projets partagés quelque part, et ensuite qu'on puisse nous permettre d'avancer. Tous les exemples de ce soir l'ont bien montré, avec Henri Fabre et avec tous les autres sujets qui ont pu être mis en avant. Vous voulez quand même que, pour le municipal, ce type de questionnement, cet aspect de la métropole, ce grand projet qui pourrait être métropolitain, soit un peu au cœur des débats et qu'on ne soit pas sur des jeux qui soient que politiciens et d'alliances, c'est ça? Bien entendu que l'enjeu des municipales dépasse les frontières napoléoniennes. Bien entendu que l'enjeu des municipales, c'est comment on va créer de la richesse, comment on va créer de l'emploi sur notre territoire de 2 millions d'habitants. Un territoire avec des potentiels qu'on vient de montrer ce soir, énormes, et il y en a plein d'autres à montrer. Donc bien entendu qu'on souhaite que l'enjeu de ces municipales, dans toutes les communes qui composent ce territoire, soit pas seulement la frontière napoléonienne, je le redis, mais soit le développement économique et le développement du bien-être de nous tous. Alors on a entendu tout à l'heure beaucoup de projets, beaucoup de sujets. Est-ce que quand même il y a des priorités que vous fixez qui vous paraissent incontournables pour réussir Marseille-Provence 2031? Alors oui, il y a des priorités qui sont incontournables, on rentrera dans le détail, on donnera, je pense, comme je le disais tout à l'heure, à l'automne, un certain nombre de priorités. Mais d'ores et déjà, il y a un sujet qui ne peut pas nous laisser insensibles. Au cœur de cette zone, dans notre territoire, au cœur de cette ville-centre, on a l'arrondissement le plus pauvre de France. On a l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. On a une zone où on a un chômage qui, dans certaines cités des jeunes, atteint plus de 50%. Nous, chefs d'entreprise, on ne peut pas rester insensible à ça. Et donc, la première des choses à faire, c'est tous ensemble, chefs d'entreprise, élus, société civile, éducation nationale, se mobiliser en faveur d'un grand projet
pour sortir cette zone de cette situation. C'est l'Euroméditerranée. En 95, on était dans une zone de non-droit. On était dans une zone où on se demandait ce qu'allait devenir. Il n'y avait rien. Il n'y avait que de la déshérence. Et aujourd'hui, quand on passe, on est tous fiers de voir. Et qui aurait dit qu'entre 95 et 2013, on aurait un tel changement? Donc voilà pourquoi 2031, il faut de la distance. Mais il faut engager aujourd'hui ces opérations, c'est indispensable. Alors fiscalité, effectivement, rénovation urbaine, mais puisqu'on parle, soyons clairs, des quartiers nord, des problèmes de paupérisation, des problèmes de sécurité, est-ce que ça suffit aux gamins des quartiers nord que les entreprises viennent avec une bonne fiscalité? Est-ce que ça suffit qu'ils voient de la rénovation urbaine? Encore non, Thierry. Bien sûr que non. Si on veut résoudre le problème de la sécurité, donc de l'économie parallèle qui s'est mise en place, il faut créer de l'emploi et de la richesse. Mais il faut pouvoir aussi trouver des gens pour travailler. Il faut qu'ils soient employables. Excusez-moi pour le terme. Ça veut dire qu'il faut que l'État mette les moyens nécessaires pour les jeunes, pour l'éducation des jeunes, pour la formation des jeunes, mais pas n'importe quelle éducation, pas n'importe quelle formation. Une formation en lien direct avec les emplois à pourvoir sur le territoire. Une formation directe qui permette de trouver un emploi et de pouvoir fonctionner pour mettre en place une autre économie que l'économie parallèle qui pollue la sécurité et l'image de cette ville. Voilà. Donc c'est encore une école de la deuxième chance? C'est pas forcément une école de la deuxième chance, c'est un plan beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux, tous ensemble, sur lequel on peut réussir que si on se mobilise tous et qu'on est tous capables localement d'aller demander à l'État aussi les moyens. Parce que c'est l'État qui a les moyens. Et ça me fait penser aux 30 milliards pour les transports parisiens. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre somme qui nous soit donnée pour des vrais projets, portés par la totalité des élus de ce territoire. Donc ça, c'est le premier point, peut-être qu'on peut évoquer ce soir. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est qu'il faut aussi tout de suite qu'on prenne une ambition, je dirais presque, allez, puisqu'on est au milieu de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, puisqu'il faut finir l'année, moi j'ai envie de lancer un pari. Un autre pari qui est du même acabit que celui qu'on vient de prendre, mais dans un registre différent. Pourquoi on ne deviendrait pas Marseille-Provence, capitale économique de l'Euro-Méditerranée? Par contre, la méthode, c'est vraiment la méthode du Lyon, c'est vraiment la méthode de Marseille-Provence 2013, c'est-à-dire tous les élus autour d'une structure de type associatif, indépendante, avec la société civile qui siège, qui participe, pour amener sur ce territoire une vision, une image, et pouvoir inverser les choses, et réussir notre talent international. Je dirais un dernier mot là-dessus. Un de mes prédécesseurs illustres, ancien de l'UPE 13, dit souvent que la moitié de notre marché, il est de l'autre côté de la Méditerranée. On est juste coupé par la mer. Alors n'ayons pas peur de franchir cette mer et de faire que ce territoire soit justement les liaisons entre l'Europe et l'Afrique. Alors vous avez apparemment abandonné votre combat sur les transports. Je pensais que vous alliez faire une sortie encore décisive et agressive sur les transports. Il n'y a plus de problème de transport à Marseille et dans le pourtour, si j'ose dire, métropolitain? Non Thierry, il y a toujours les problèmes de transport, on l'a dit. En fait, en réalité, il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. Les transports, c'est les moyens, mais c'est au-delà des transports, c'est les moyens de communication. On a parlé tout à l'heure dans un autre atelier de ce câble très important pour les technologies d'éthique qui sont hyper présentes sur ce territoire. C'est pareil, la télécommunication. Les transports, il y a 3-4 grands points à réaliser. D'abord, il est indispensable de créer très rapidement une liaison rapide et cadencée entre l'aéroport, la gare de l'Arbois et la ville d'Aix. De la même façon, il est indispensable en même temps de créer une liaison rapide et cadencée entre l'aéroport et la gare de Marseille. Mais pas une liaison qui s'arrête à quelques kilomètres où il faut finir on ne sait comment, qui s'arrête dans l'aéroport. Pareil pour le port, je vois Patrick qui est là, mais pour le port c'est pareil. Si on veut pouvoir développer notre activité sur les bassins ouest, il faut qu'on prenne la mesure des enjeux et qu'on mette la communication nécessaire, fluviale, ferroviaire et routière, pour amener les marchandises et les personnes. C'est indispensable. Et si on ne se met pas tout de suite en quête de se donner les moyens en vue de réussir ce challenge à l'horizon des 15 prochaines années, on n'y arrivera pas. Donc c'est tout de suite, ensemble, qu'on doit donner les priorités. L'argent public est rare, alors utilisons-le du mieux possible. Prochain rendez-vous, comme toutes les années, le Forum des entrepreneurs, premier vendredi de septembre, donc le 6 septembre. Je cherche le teasing, il n'est pas là. Voilà, il est là. Ah, il est juste là. Donc entreprise et pouvoir, vous avez vu que ce soir on en a longuement débattu. Lors du forum, j'espère qu'on sera aussi nombreux que les années précédentes, qu'on sera plus de 2300, et qu'on pourra débattre. Donc qui a le vrai pouvoir dans l'entreprise? Les chefs d'entreprise, les actionnaires, les syndicats,
La mondialisation a-t-elle une influence sur les politiques publiques ou sur les élus? Bref, on pourra débattre de tous ces sujets qui, dans la période dans laquelle on rentre, période préélectorale, seront certainement nous passionner. Il nous faudra attendre une loi de 1999, dite loi Chevènement, pour que nous puissions créer une communauté urbaine. Nous aurions voulu faire une communauté urbaine un peu plus large. Nous n'avons eu la possibilité que de le faire à travers 18 communes. Mais maintenant que c'est fait, et que le conseil municipal de Marseille aurait aimé que cette communauté urbaine se transforme en métropole, éventuellement s'agrandisse, il est clair que maintenant que c'est fait, personne n'a envie de revenir en arrière. Et que les 18 maires, personne ne se plaint de ce qui s'est passé depuis l'an 2000 à la communauté urbaine. Ne loupons pas la deuxième chance. Et quand les maires aujourd'hui sont hostiles, bien entendu qu'ils nous le font savoir, sauf qu'ils ne disent pas que la quasi-totalité de leur population vient travailler à Marseille, vient se faire soigner à Marseille, vient se distraire à l'opéra et dans nos 50 théâtres à Marseille, vient au stade de Vélodrome à Marseille. Marseille, 860 000 habitants, deuxième ville de France, a toutes les charges de centralité. Et il appartient à l'État de donner un coup de main plus fort. Alors évidemment, cela déplaît à ceux qui ont des EPCI, car chacun a son EPCI, chacun est content. Et il faut se rassembler tout l'après-midi, vous venez de nous le dire. Alors c'est ça qu'il faut faire. Et nous avons immédiatement 3 idées en tête. Monsieur de Chilly, qui nous expliquait tout à l'heure pourquoi ça marche mieux à Lyon qu'ici, parce qu'ils l'ont faite, cette communauté urbaine, en 1966, qu'ils y sont habitués et qu'aujourd'hui, la ville s'allie au Conseil général et arrive à le faire. La difficulté, c'est que le gouvernement de la République, puisque ça concerne les collectivités territoriales, est obligé de passer d'abord par le Sénat et traditionnellement, d'habitude, par l'Assemblée nationale. Or, au Sénat, la quasi-totalité des sénateurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont issus de la France rurale. Et voilà qu'on vient leur présenter un texte qui concerne Paris, Lyon et Marseille. J'ai souvent dit, à Marseille, le gouvernement est allé trop vite, trop loin et trop fort. Mais puisque tout l'après-midi, on nous a dit qu'il fallait aller plus vite, alors ne confondons pas vitesse et précipitation, mais nous respectons les lois. Nous respectons les règles et les lois de la République. Si on ne les respecte pas, on va devant les tribunaux, c'est pas notre cas. Et par conséquent, il est clair que nous avons besoin, effectivement, de cette métropole. 3 exemples. 1, si vous croyez que ça a été facile, d'additionner 3 universités, avec leurs privilèges, avec leurs avantages, avec leurs hommes, avec leur organisation, et de faire qu'une seule université qui s'appelle toujours Aix-Marseille, surtout ne nous fâchons pas pour rien. De la même manière que la métropole s'appellera toujours Aix-Marseille Métropole. Le deuxième exemple, c'est Euro-Méditerranée, où l'État et les collectivités territoriales ont transformé un immense quartier de Marseille et vont le poursuivre. Et le troisième exemple, c'est Fister, qui tout à l'heure le donnait, c'est Marseille-Provence, capitale de la culture, avec 97 maires, plus les collectivités qui, ensemble, assurent un succès fou. Alors, ayons un peu d'espoir, ayons un peu de volonté. Bien sûr que l'État doit nous aider, dans une période qui est terriblement difficile. Alors, eh bien alors, jeudi soir, vendredi, samedi, moi j'irai défendre les biens d'amendement au Sénat. Ils sont tous en faveur de la métropole, mais pour que la métropole vive, si la métropole vit, nous serons encore unis, nous serons plus forts et nous n'aurons pas loupé, encore une fois, la marche qui nous est proposée. Alors RIFAP, on a bien parlé dans la première table, c'est le regroupement de PME, de grands groupes, et de tout le tissu universitaire et d'écoles pour développer nos compétences dans le domaine aéronautique. Justement, faire comme d'autres régions. C'est aussi simple que ça. Il y a Nantes, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, on a parlé de Lyon, qui ont ce genre de cluster où, basé sur un grand,
l'ensemble du tissu de PME s'est développé. Henri Fabre, c'est simplement comment développer nos PME. Alors ça peut paraître simple comme cela, mais quand on travaille dans des filières d'excellence, et il y en a plusieurs en région, en tout cas pour celle qui m'intéresse, c'est la filière aéronautique, il nous faut de l'innovation et beaucoup de compétences. On va dire que tout le monde est réuni. Maintenant, en tant qu'industriel, ce que l'on souhaite, ce sont des actions. Que la pensée politique, la volonté y soit, il faut que l'ensemble des acteurs puissent clairement clarifier les priorités et s'engager sur ces priorités pour réaliser des choses qui sont nécessaires de développement. Comment est-ce qu'on prépare aujourd'hui l'après 2013, partant du postulat qu'évidemment aujourd'hui c'est une réussite? D'abord, il n'y a que 5 mois qui se sont écoulés et on rentre dans la phase la plus importante de Marseille-Provence 2013. Le mois de juin et juillet sont des mois exceptionnellement dense. D'ailleurs, ça recommence demain. Jean-Claude Gaudin et Eugène Quessellier auront du travail demain, accueillir le président Hollande pour le MUSEM. Je veux quand même dire un mot de ça, si tu le permets. Sans doute, c'est un grand succès, sans doute. Bon. Alors, on pourra toujours discuter, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Et moi, à ce stade, je voudrais d'abord remercier des gens qui ont fortement contribué. J'ai la chance, effectivement, voire l'honneur d'avoir été nommé président du conseil d'administration de Marseille-Provence 2013. Je le dois à Jean-Claude Gaudin. 230 entreprises sont partenaires de Marseille-Provence 2013. Il y en a qui ont fait des gros chèques, d'autres qui ont fait des moyens chèques, d'autres qui ont fait des petits chèques. À tous les deux, entre la ville de Marseille et son fonds spécial et la Marseille-Provence 2013, nous faisons à peu près 25 millions d'euros de collecte. On n'a jamais vu ça dans une histoire de capitale européenne de la culture. Ça va être dur pour les suivants. On n'a jamais vu ça, Thierry. Tu comprends ça? Donc ça veut dire qu'on est parmi les premiers. On a trop tendance à se flageller ici. On a fait un résultat extraordinaire ensemble. Et tous ceux qui découvrent, mais il n'y a qu'à le demander, tout le monde ici, on est fiers de Marseille aujourd'hui. On est fiers de Marseille-Provence parce que tous les gens qui viennent redécouvrent cette ville. On a changé de statut, Thierry. Ça me met pour la question suivante. C'est ça. Cette ville, elle a changé de statut. Il faut qu'elle soit plus exigeante encore avec elle-même, parce qu'on a montré tous ensemble, avec l'appui des politiques, la quasi-totalité. Alors justement, pour que le soufflet ne retombe pas, pour que cette réussite perdure, comment vous, justement, avec toutes les personnes que vous avez citées, tout ce brainstorming, si j'ose dire, que vous avez lancé il y a déjà 4 ans, comment vous faites en sorte pour de tenir toujours à la rampe et que Marseille-Provence, le grand territoire, qui va, parce qu'en plus on le dit, c'est Aix, c'est Arles, c'est Aubagne, c'est Martigues, c'est l'ensemble finalement de ce département qui est concerné par Marseille-Provence 2013. Comment est-ce qu'on va réussir à tenir la corde et pas à lâcher la course, si j'ose dire? Je crois que tous les hommes politiques qui sont ici ont le même sens de ce devoir que nous avons maintenant. Il faut nous laisser aussi un peu de temps, parce qu'on a encore un programme tellement chargé qu'il faut qu'on assume je dirais, 2013, jusqu'au bout. Parce que dès demain, ça va encore changer. Vous êtes un leader mondial de la sécurité du numérique. Vos clients, c'est les gouvernements, c'est les banques, c'est les grands opérateurs de téléphonie, de transport, etc. Et vous êtes ancré sur ce territoire, puisque l'histoire de votre entreprise, elle est née à Gemnos, je crois, c'est ça? Entre autres, oui. Voilà, entre autres. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise comme la vôtre, qui est une World Company, quel est le regard que vous portez sur ce territoire, sur tout ce qu'on vient d'entendre? Finalement, de quoi vous avez besoin ici pour assurer votre développement? D'ailleurs, je crois que la question pour Gemalto, c'est que c'est encore un objet un peu inconnu. Le billet d'humeur des Échos, quand on est rentré au CAC 40, c'était objet coté non identifié. D'accord. En fait, on est une entreprise qui travaille dans les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Gemenos, comme à La Ciotat, à Gemenos, on a un grand centre le siège mondial de notre manufacturing. C'est à Gemenos aujourd'hui qu'on teste par exemple l'insertion des signes de très haute performance dans des véhicules en cas de crash test. Il faut que l'émetteur continue à fonctionner, et on a un centre de R&D très important à La Ciotat, dans le numérique et dans le mobile. En fait, on est implanté d'abord dans cette région pour des questions historiques. On est né en partie à Gemenos, comme vous l'avez dit, en 88. Bon, maintenant, l'implication de Gemalto dans la région, quelqu'un a parlé tout à l'heure des pôles de compétitivité. La difficulté avec les pôles de compétitivité, c'est d'éviter de faire de la tarte à la crème, puisque tout le monde aujourd'hui veut son pôle de compétitivité. Gemalto anime depuis maintenant 2006, avec des partenaires, on n'est pas les seuls, Orange, ST Microélectronique, quelques autres,
certains malheureusement défaillants, hein, Atmail aujourd'hui ne se porte plus très très bien, on anime en fait un pôle de compétitivité appelé SCS, donc les solutions communicantes sécurisées. Donc, on parle de 2031, d'accord. Les 3 axes forts de ce pôle de compétitivité, c'est le sans contact, c'est le machine to machine, hein, on parlait tout à l'heure de la ville intelligente, hein, typiquement, et c'est ce qu'on appelle les objets communicants, enfin sécurisés. La problématique en fait qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement des subventions. Il faut savoir que ce pôle SCS a collecté depuis 6 ans a dégagé 720 millions d'euros d'aide aux entreprises qu'il constitue. Monsieur Vialon, donc vous dirigez Stardust, c'est une PME. Vous êtes le bureau Veritas des applis dans la téléphonie, téléphonie mobile, si j'ose dire, c'est ça? Alors moi déjà je suis pas marseillais au départ et j'ai choisi de m'implanter à Marseille pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement il y avait un attrait du territoire que je voyais. Malheureusement, je constate aujourd'hui que grâce aux médias, notamment parisiens, tout le monde ne voit pas comme ça, et moi quand je dois faire venir des personnes que je juge comme des talents, il faut que je leur explique que Marseille c'est pas Chicago des années 30, et que déjà en termes de qualité de vie, on trouve une qualité de vie qu'on... Vous avez subi le fameux Marseille bashing, vous, dans votre entreprise? Ah mais nous on le vit au quotidien quand on doit expliquer à un ingénieur qu'on a envie de faire venir à Marseille, un chef de projet, que Marseille c'est génial. Bon, peut-être votre voisin il a moins de mal à faire venir les ingénieurs, mais la PME Stardust est évidemment beaucoup plus, c'est ça? Ouais, j'ai une petite marque, Stardust, une société qui a 2 ans. On a recruté sur l'année dernière une personne par mois, on a géré un recrutement. C'est beaucoup plus complexe qu'un Gemalto. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, c'est quoi? C'est d'avoir, on parlait tout à l'heure avec Jacques Duchilly d'une grande marque qui pourrait éventuellement favoriser cette espèce de marketing territorial pour vendre ce territoire d'une façon plus homogène, plus valorisante? La marque, l'écosystème, moi je pense qu'aujourd'hui, voilà, quand on explique qu'il y a 90 DSI à qui il faut parler pour implanter un projet, c'est quelque chose qu'on vit sur le territoire. Nous aujourd'hui, on a 90% de nos clients malheureusement qui ne sont pas dans la région. BusyBoost a été un de nos tout premiers clients, donc sur le test de l'application. Donc là, on en est content. Mais aujourd'hui, voilà, quand on doit aller parler à des acteurs locaux, c'est difficile de trouver des contacts pour créer des projets. Et avant d'être dans des pôles de compétitivité, pour créer des projets, moi j'aimerais déjà trouver des relations clients-fournisseurs avec les grands groupes locaux. Donc vous n'avez pas besoin d'aller convaincre sur la destination déjà, vous avez simplement à convaincre sur l'intérêt de venir chez vous et pas sur la destination. Exactement. Comment est-ce qu'on prépare l'avenir quand vous voyez Marseille 2031, quand vous dites, vous rêvez à quoi pour Odette en Marseille en 2031? Je rêve que Odette soit 3, 4 ou 5 fois plus gros qu'il l'est aujourd'hui et gagner des parts de marché en France bien sûr, mais aussi à l'étranger. Et ce que je crois, et d'ailleurs ce que j'entends depuis tout à l'heure me renforce là-dedans, c'est que le territoire marseillais est un très bon territoire pour se développer pour une entreprise. Moi je suis de famille marseillaise, hein, je suis d'origine marseillaise, mais je n'ai jamais vécu à Marseille, j'y vis depuis peu de temps, et je vois, je découvre avec surprise un territoire qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant et qui a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on imagine, et en effet je crois que la communication est pas faite comme elle devrait être faite, parce que les atouts du territoire sont absolument magnifiques. Une entreprise comme Odette, une entreprise marseillaise de racines, de culture, ce qui compte dans la manière dont elle fonctionne. Moi, j'ai aussi découvert une sorte de culture, peut-être méditerranéenne, mais enfin en tout cas marseillaise, qui fait une grande partie de la force de l'entreprise, qui la soude, qui lui permet de se projeter. Et sur cette base, vous savez, c'est une entreprise, c'est un être vivant, hein, et ça a besoin de racines et de références et d'histoire pour se projeter dans le futur. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, et c'est aussi vrai pour une entreprise. On va parler avec vous, Émilie Royard, vous êtes directrice d'Eurobiomed, c'est un pôle de compétitivité. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de questions des pôles de compétitivité ce soir, hein. On a l'impression que ça structure évidemment le développement économique. Alors c'est un lieu ici, Marseille-Provence, très important pour la recherche, pour la santé, d'une manière générale. Il y a beaucoup de projets, 9000 chercheurs publics et privés, je crois que c'est le 2e centre de recherche en matière de santé en France, 2e ou 3e employeur de la région. Pourtant c'est assez discret, on entend finalement parler de la santé sous un angle souvent plus, on va dire, public, assistance publique, moins peut-être recherche et entreprise. Oui, tout à fait. Alors la santé, c'est vrai que c'est une filière qui part de l'offre de soins, hein, donc nous devons travailler avec l'offre de soins qui sont les futurs utilisateurs des innovations qu'on développe. Mais moi, je représente un pôle de compétitivité effectivement plus discret que ce que peut être un pôle comme solutions communicantes sécurisées, parce que nous représentons des petites entreprises excessivement innovantes. Alors elles sont petites aujourd'hui, mais elles vont devenir grandes, et
M. Souquet en parlera beaucoup mieux que moi puisqu'il pourra témoigner directement en ce sens. Mais c'est vrai que la filière santé sur le territoire Marseille-Provence est une vraie richesse, et une richesse méconnue. Donc nous allons bien sûr nous employer à remédier à cette méconnaissance, mais nous avons des projets qui sont excessivement structurants pour le territoire, un vrai soutien, des vraies pépites, des vraies entreprises de croissance qui ont un rayonnement de niveau mondial, et sur lequel nous devons beaucoup plus communiquer, beaucoup plus soutenir ces entreprises-là, et cette filière qui est vraiment porteuse d'innovation, mais qui met aussi au cœur de son travail le patient. Et le patient, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Mais l'Explorer, c'est AIX, Aix-en-Provence, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, Monsieur Souquet, que Aix-en-Provence fasse partie de la métropole? Vous n'êtes pas arrivé à convaincre Madame Joissin? Je ne me mêle pas de problèmes politiques, il y a des gens beaucoup mieux positionnés que moi pour en parler. Mais on est effectivement situé sur Aix-les-Milles. Et Explorer aujourd'hui, c'est 600 machines à travers le monde, dans 52 pays. Et l'environnement dans lequel on est soumis est un environnement concurrentiel extrêmement important, avec de nombreuses sociétés asiatiques qui n'étaient pas dans l'imagerie médicale et qui désirent rentrer. La marque du téléviseur qui est en face de nous, une marque coréenne, en témoigne, où ils ont énormément d'argent pour racheter des sociétés, investir. Donc on est confronté sans cesse à cette concurrence. Mais aujourd'hui, je suis heureux de dire qu'en Corée, on a une croissance plus élevée qu'en France, au point de vue système. En Chine, on a une croissance importante aussi. Pour nous, c'est important, parce que la Chine, à l'horizon 2020, sera un quart du marché mondial. Donc on a ouvert un bureau en Chine aujourd'hui, on a 17 personnes en Chine, des Chinois qui vont construire notre réseau de distributeurs. Vous avez fondé aussi le pôle de compétitivité Cap Énergie. Cette structuration du territoire, et en particulier sur le métier de l'énergie, elle vous paraît essentielle? Je suppose que ça a été des fois un long combat, et la multiplicité des interlocuteurs, peut-être la complexité de ce paysage, on va dire, politico-administratif, ça doit être un petit peu compliqué quand on a monté autant de projets. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais peut-être qu'on a aussi contribué à faire que le territoire se structure. Bon, j'ai eu la chance, on a beaucoup parlé d'œuvrer en commun, de projets collectifs. C'est vrai que depuis que je suis dans la région, j'ai participé au renouveau de Cadarache. Quand je suis arrivé, on commençait à dire que Cadarache était sur le point de mourir, ou presque. Il y a eu le projet ITER, et on a pu l'obtenir en grande partie grâce à la mobilisation des entreprises et des politiques. Donc des fois ça marche. Des fois ça marche. Cap Énergie, ça a aussi marché de la même manière, puisque, et en plus on a un pôle aujourd'hui qui est reconnu comme étant un des plus performants, et qui était centré sur les énergies non génératrices de gaz à effet de serre, donc c'était déjà un peu en avant. Bon, voilà, donc j'ai eu énormément de plaisir à participer à ces projets où on a joué collectif, et qui sont tous des projets à long terme. Donc, c'est sûr qu'ITER, c'est un projet à long terme. Est-ce que les entreprises locales, oui, il n'y a pas qu'ITER, est-ce que les entreprises locales profitent véritablement de ces grands projets? Là, je parle d'ITER, ou est-ce que c'est les grands majors internationaux qui sont venus ici opérer? Non. Les derniers, enfin le dernier chiffre, on aura les vraiment derniers en juillet, pardon. ITER, pour l'instant, depuis 2007, depuis que les premiers contrats ont été passés, ça a rapporté 1,4 milliard de contrats aux entreprises françaises, dont près d'1 milliard aux entreprises de la région PACA. Et bon, vous ne serez pas surpris de savoir que le 13 s'est taillé la part du lion. Et je pense qu'en juillet, on aura dépassé le milliard pour des entreprises de la région PACA. Donc quand M. Baudin, le jour où il y a eu à la fois l'échec de Marseille pour la Coupe de l'América, mais le choix de Cadarache, a dit bon bah je suis très triste, mais je pense que pour l'avenir Cadarache c'est mieux. Je pense qu'il avait ô combien raison. Voilà. J'ai du mal à comprendre qu'on se bloque et qu'on n'aille même pas voir. Bon. Qu'on n'aille pas voir ce qu'on a, parce qu'en fait, peut-être qu'on parle en l'air et qu'on n'a pas de ressources vraiment exploitables. Bon, maintenant, il faut savoir où.
dans quelles conditions, quel est l'environnement, et, si possible, trouver des méthodes qui soient les moins pénalisantes pour l'environnement. Bon, il y a la stimulation par propane, par exemple. Est-ce que c'est une des solutions qui est déjà exploitée? Il peut y en avoir d'autres. Enfin, en tout cas, il faut continuer à s'intéresser à ce sujet. Et oui, c'est de l'innovation. Et même, il faut que nos entreprises, on a des entreprises qui sont très fortes dans la recherche pétrolière, dans la recherche gazière, qui sont reconnues à travers le monde entier et qui sont prêtes à investir aussi. Ça parle à votre cœur, monsieur Daher? Alors, l'un et l'autre parlent à mon cœur. Je parle du projet Henri Fabre d'abord. Le projet Henri Fabre, on est typiquement dans la problématique de la métropole. Nous, chefs d'entreprise, nous sommes prêts à investir, c'est notre job, mais si on nous rend les choses difficiles, si nous avons simplement l'impression que nous allons avoir les choses difficiles, simplement le simple fait de l'impression, alors nous cherchons ailleurs. Et c'est un vrai problème. Et il a fallu toute la force d'Eurocopter, la volonté d'un certain nombre de personnes, comme Gérard Gonninet, comme moi-même, comme le préfet, pour arriver, et comme Eugène Caselli, pardon, pour arriver à faire émerger ce pôle Henri Fabre. Là où, dans d'autres endroits de France, ça s'est fait en quelques mois. Voilà. C'est vraiment un point important qui, pour nous, chefs d'entreprise, est tout à fait significatif. Sur ITER? Un mot sur ITER. ITER est une aventure exceptionnelle puisque on va chercher à recréer la possibilité, comme dans le Soleil, d'avoir une réaction nucléaire qui pourrait produire moins de déchets que les systèmes actuels de centrales nucléaires. C'est dans 50 ans. C'est dans 35 à 50 ans. Entre-temps, nous sommes 4 milliards d'individus sur la Terre à avoir accès à des sources d'énergie pour 7 milliards d'êtres vivants. Nous serons 9 milliards en 2050. On a deux choix. Ou on dénie à la moitié de la population de la planète le droit à une vie normale, où l'énergie est accessible, où la bouffe est accessible, où les soins sont accessibles, ou on leur dénie ce droit-là et on les laisse mourir et on les fait mourir. Ou alors, il nous faut investir dans toutes les formes d'énergie. Dans toutes les formes d'énergie. Il n'y a pas le pétrole, le charbon, le gaz de schiste, le nucléaire, l'éolien, l'hydrolien. Et la responsabilité des pays riches est d'investir pour que ces formes d'énergie soient les moins nocives sur la planète. Et c'est ça notre responsabilité de pays riches. Et donc cette région, elle joue un rôle majeur avec ITER. Complètement. En termes de recherche. Complètement. Nous avons la chance d'avoir ce laboratoire, nous avons la chance d'avoir des chercheurs, nous avons la chance d'avoir des centrales de toutes formes. Utilisons-les. Alors, on va revenir au port, puisque vous êtes aussi président du port Marseille-Fos. Tout à l'heure, Marc Roberchon, dans les souhaits qu'il formulait, il nous disait, finalement, il faudrait, on a réussi à faire de la charte ville-port pour les bassins et avoir une vision stratégique et commune avec les collectivités locales. Il faut faire la même chose à l'ouest du département. Vous partagez? Alors, on a réussi à faire la charte ville-port. Ne passons pas trop vite là-dessus. Nous venons... la mairie, la communauté urbaine, le conseil régional, la chambre de commerce, aujourd'hui le conseil général, le port bien entendu, nous avons tous voté sur une vision partagée. Il a fallu la coucher cette vision. On s'est un peu battu, on s'est un peu accroché, mais nous avons tous voté sur une vision partagée qui va nous engager au-delà de 2031. C'est quand même à applaudir. Voilà, je veux le dire. Assez loin, monsieur Daher. Est-ce que la vision partagée, elle n'est pas sur les grands principes sur lesquels tout le monde s'accorde? Écoutez, quand on va avoir une vision à long terme, si on commence par dire aux gens, dites-moi, demain matin, vous voulez que ce soit rouge ou vert, vous voulez mettre 100 € ou 200 €, là, c'est le plus sûr moyen de tout bloquer. Donc, quand on veut avoir une vision de long terme, on commence par le long terme. Et une fois qu'on est arrivé au long terme, à cette vision partagée du long terme, on revient en arrière sur du moyen terme et sur des plans d'action à court terme. Nous avons fait le premier chemin qui était de se fixer cette vision de long terme. Il nous reste encore des chemins à faire, il nous reste le moyen terme, et puis il nous restera les actions court terme.
Mais commençons, quand on veut faire de la prévision, quand on veut faire de la prospective, on commence par se fixer un objectif ambitieux et lointain, et ensuite les plans d'action. Est-ce que le citoyen a le droit de parler, de répondre? Le citoyen a tout à fait le droit de parler, M. Dallaire. Je pense que nous sommes dans une civilisation où seuls les grands ensembles peuvent réellement produire de la richesse. On a abondamment parlé de la métropole. La métropole, c'est pas un système incantatoire, c'est tout simplement que on globalise, on mutualise, et que donc on crée un ensemble plus grand, ce que décrivait M. De Chilly tout à l'heure, en disant ben, ça marche, et seules les métropoles marcheront. Alors je vais me projeter un poil plus loin, et ça répondra indirectement à votre question. Le futur en Europe ira, il faut faire des métropoles, il faut conserver un statut fort pour les communes, et il faut faire la métropole, mais le futur en Europe, à l'horizon 2031, ira beaucoup plus loin que ça, il sera dans un travail collaboratif entre régions. Et quand vous regardez la région PACA et la région Rhône, en fait, vous avez deux triangles inversés. Nous sommes des régions qui sommes coincées. Nous avons d'un côté les Alpes, certes on peut faire des trous dans les Alpes pour passer de l'autre côté, on en fera. De l'autre côté, nous avons le Massif central, et donc nous avons deux triangles inversés. Un premier triangle qui est PACA, avec une base le long de la Méditerranée, et puis un deuxième triangle qui est la tête en bas, avec Lyon à la tête, et qui est ouvert avec une grande base sur l'Europe du Nord. Lyon, et j'irai un poil plus loin, et pardon pour mes amis marseillais, Lyon occupe une position centrale. Et donc, la question pour nous, Marseille, à horizon 2030, n'est pas de se dire « je suis la porte de Lyon, machin, etc. » Ça ne veut rien dire. L'enjeu pour nous, ici, dans cette région, est évidemment de développer les liens les plus forts possibles avec Lyon, qui a cette position centrale, et qui, elle, nous ouvrira... Alors, on va dire que nous sommes la porte, et que eux, ils ont la clé. Eux, ils nous ouvriront l'Europe du Nord. Et donc nous avons un véritable enjeu, les élus, le monde économique, nous tous, les entreprises, un véritable enjeu à développer ces relations très fortes avec Lyon. Nous sommes demandeurs, plus peut-être que ce que eux seront demandeurs.